Merci de rester fidèle à Equinox Télévision. C'est la grande édition du 20h qui démarre à l'instant. À la une de ce journal, affaire d'atteinte à la pudeur sur les réseaux sociaux impliquant un journaliste et une adolescente. Le REDAC accuse le gouvernement de n'avoir pas mis en place des mécanismes de contrôle et de protection de la jeune fille. La directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale s'est exprimée face à la presse cet après-midi. Vous l'écouterez dans ce journal. Et en Côte d'Ivoire, la prison à vie pour Guillaume Soro. La justice de son pays l'a condamné pour insurrection et atteinte à la sûreté de l'État. Ce verdict intervient dans un contexte d'apaisement espéré des Ivoiriens avec le récent retour de Laurent Gbagbo. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Nous vous le disions en titre, affaire de mœurs qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale accuse le gouvernement de n'avoir pas mis en place des structures d'encadrement et de protection de la jeune fille. Ce manquement serait à l'origine de nombreuses violations de la dignité de la jeune fille. On voit tout cela dans ce reportage de Aïk Cyril et Théophile Tchouke. On n'a pas fini de parler de la sextape qui fait grand bruit au Cameroun depuis quelques jours, que le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale a déjà trouvé et identifié les responsables de cette scabreuse affaire. Le REDAC tient pour responsable l'État du Cameroun qui n'a véritablement pas mis en place des politiques concrètes et légales de protection de la jeune fille et de la femme. Pour le REDAC, ces pratiques qui portent atteinte à la dignité de la femme sont d'autant plus ignobles qu'elles deviennent récurrentes au Cameroun. Cela devient inquiétant dans notre pays, dans les lieux bien connus de la capitale économique et politique, voire l'extrême nord. Tout le monde sait que les jeunes filles et les femmes, en plus d'être marginalisées, sont devenues les objets sexuels dans des batailles des mafieuses et des railleries. Le REDAC condamne avec sa dernière énergie toutes ces violences faites aux femmes et ces abus sexuels sur jeunes filles et sur jeunes femmes. Dans une sortie officielle à Yaoundé, le gouvernement, par la voix du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, a condamné ces abus sexuels perpétrés sur de jeunes filles. Mais le REDAC attend mieux qu'une simple condamnation de la part des pouvoirs publics. On attend du ministre ou de la ministre et du gouvernement camerounais de mettre en place des mécanismes réels, légaux, de protection de la jeune fille et de la femme. En interpellant les pouvoirs publics, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale ne cache pas son intention d'œuvrer afin que les droits des jeunes filles et des femmes soient préservés au Cameroun. Et comment en est-on arrivé à la publication des photos et vidéos affichant la nudité d'une adolescente qui aurait été abusée par deux individus à la moralité jugée peu recommandable? Élément de réponse dans ce reportage que signe Kedjara. C'est le 16 juin dernier que l'affaire se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des photos et vidéos de 2 secondes dans laquelle on voit un couple s'adonner à des plaisirs sexuels. Si le visage de la fille y est très bien exposé, il faut dire que l'émetteur de la sextape prend la peine de cacher le sien. La scène, comme on le voit dans les images devenues virales, se déroule dans le bureau de Martin Kamumim, célèbre commentateur sportif. Tout de suite, la toile s'enflamme et l'homme des médias est taxé par beaucoup comme étant l'homme sur la vidéo. Des accusations qui vont conduire le patron de Radio Sport Info à faire une mise au point dans laquelle il se dédouane de toutes ces accusations. Sauf que la mise au point n'aura pas l'effet escompté. Les internautes ont au fait de la qualifier de mensongère. Les arguments du commentateur sportif sont battus en brèche, surtout que quelques heures seulement après le début du scandale, des langues commencent à se délier. C'est d'abord Ide Demaga, une Camerounaise très introduite dans le monde associatif, qui fait un direct sur sa page dans lequel elle accuse Martin Kamumim d'attouchement, proposition indécente et harcèlement. Le 17 juin, un autre témoignage est publié sur la page de Harold Ketchemen, jeune écrivain camerounais.
C'est celui de Patricia Bakalak, une autre Camerounaise installée en Occident. Elle accuse Martin Camus des mêmes faits, notamment attouchement et harcèlement sexuel. L'affaire, désormais baptisée affaire MCM, des initiales du journaliste, prend une autre tournure. Des féministes, telles que Minou Cristal, rentrent en jeu et font pression sur l'homme des médias. Les activistes rentrent également dans la danse et réclament des excuses publiques, mais surtout qu'un procureur puisse se saisir de l'affaire. Face aux dénonciateurs, un camp secret, c'est celui des soutiens à Martin Camus Mime. Il est composé d'acteurs de cinéma, d'artistes musiciens, d'hommes des médias et d'autres leaders d'opinion qui apportent leur soutien aux journalistes et crient au complot. Le 18 juin, Martin Camus Mime est reçu sur une chaîne de télévision où il aborde la question pour se dédouaner. Une fois de plus, son passage irrite certains followers qui le qualifient de pédant et suffisant. Dans la foulée, un Wilfried Été qui rentre dans la scène. Il est restaurateur, proche du monde de la mode. Il fait une sortie sur son compte Facebook pour endosser la responsabilité du tournage et du partage de la vidéo et demande pardon à l'opinion publique. Au lieu que la sortie calme les ardeurs des Camerounais, elle rajoute de l'huile sur le feu. Les soutiens de Martin Camus Mime commencent à le lâcher, surtout que ce dernier avait affirmé dans sa mise au point ne pas connaître le couple présent dans la vidéo. La version des faits de Malika, la jeune fille dans la vidéo, est publiée sur la page de Boris Bertol et encense un peu plus l'opinion. D'autres témoignages de harcèlement sexuel sont également publiés sur les pages. Les activistes maintiennent la pression et un collectif d'avocats avec à sa tête Maître Dominique Fousse se constitue pour la défense de Malika. Quant à Martin Camus Mime, il se terre un peu plus dans le silence. Ses amis et connaissances continuent de le lâcher et de faire rétropédalage. Les publications faites sur son mur à titre de démenti disparaissent, certainement masquées ou supprimées par lui. Si tout le monde lâche Martin Camus Mime, il faut dire que Jean de Dieu Momo, avocat au barreau du Cameroun et ministre délégué auprès du ministre de la Justice, continue de le soutenir mordicu. Le scandale est si grave que les partenaires du journaliste, notamment les entreprises et sa maison d'édition, condamnent l'action et se désolidarisent de lui. Finalement, le 23 juin, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille donne un point de presse dans lequel elle condamne la diffusion des vidéos, sans dire si des poursuites seront engagées contre des contrevenants. Face à la pression, le ministre délégué finit par retirer son soutien, lui également, à Martin Camus Mime. Ce 24 juin, une plainte est déposée pour publication d'images indécentes et humiliantes par le collectif Fousse au TPI de Douala Bonanjor contre les personnes suspectées. C'est donc là le début d'une bataille judiciaire, d'une affaire qui a bouleversé l'opinion au Cameroun. Et sur cette affaire de mœurs, le collectif des avocats de la défense de la jeune adolescente impliquée la jeune adolescente au centre de ce scandale a déposé une plainte contre le journaliste et compagnie impliqués dans ce feuilleton. Je vous propose de suivre l'un des membres de ce collectif d'avocats. Aux publications d'images indécentes et humiliantes de notre cliente, Dame Malika Bayemi, aux délégations tendant à faire croire qu'elle serait une inconnue d'une part, d'autre part, qu'elle serait membre d'une organisation visant à détruire la notoriété d'une personnalité de la République, que nous venons ce jour de saisir le TPI de Douala Bonanjor d'une citation directe contre des personnes suspectées d'être impliquées, et nous travaillerons à ce que la vérité soit dite dans le respect des principes d'équité. Le choix de la citation directe tient dans le souci de notre organisation de voir l'instruction de cette affaire être menée sereinement, surtout qu'il n'a échappé à personne, c'est de
derniers jours qu'une autorité, de qui à minima le silence était attendu, s'est empressé de prendre fait et cause pour une des personnes poursuivies, suggérant même de façon explicite que pour les faits tels que délivrés à l'opinion, aucune infraction ne pourrait être retenue. Dans un tel contexte supposé de fragilisation du parquet et soucieux de mener à bien notre mission, le choix de la citation directe des particuliers, c'est-à-dire de la convocation directe devant le tribunal sans intervention du ministère public, s'est donc imposé à nous. Nous osons affirmer que nous avons confiance en la justice camerounaise. Par ailleurs, vous avez noté depuis ces derniers jours une déferlante de création tout azimut de comptes Facebook attribués à Dame Bayemi Malika, lui imputant au passage des vidéos, photos inconvenantes et mettant sous son compte des propos qu'elle aurait tenus auprès ou en direction des personnes connues. Nous avons déjà pu identifier formellement 2 des personnes qui agissent ainsi sur le sol camerounais et 6 autres sur le plan international. Comme vous le savez, il s'agit des infractions en rapport avec la cybercriminalité que nous ne pouvons laisser prospérer. Des procédures sont donc en train d'être finalisées contre les auteurs camerounais. Dans la même veine, une consoeur du barreau de Paris, Maître Marie-Claude Edian, et un confrère du barreau de Virginie aux États-Unis en la qualité de Maître Brice Fosso, ont accepté de nous prêter main forte pour des procédures à initier contre les protagonistes de l'étranger, notamment en France, au Canada et en Angleterre. Des poursuites pourraient être initiées dans d'autres pays au fur et à mesure de l'identification des cybercriminels. Un point sera fait en temps utile. Et vous venez de suivre la réaction d'un des membres du collectif d'avocats de la défense de la jeune adolescente au centre d'un scandale sexuel dans la ville de Douala. Autre sujet d'actualité, un incendie s'est déclaré cet après-midi dans un immeuble flambant neuf au lieu dit Terminus dans l'arrondissement de Douala 2e. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire les flammes dont l'origine reste pour le moment inconnue. Malgré les dégâts matériels importants enregistrés, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Je vous propose cette réaction du chef de bataillon Kadré Abdiel, commandant le 2e groupement de sapeurs-pompiers. Aux environs de 15 heures, nous avons été alertés pour un feu ici à Terminus BBR, un feu de bâtiment. Immédiatement, les engins de lutte contre l'incendie se sont déportés sur le site. Et à l'arrivée des secours, nous constatons un feu dans un bâtiment de 7 étages, un sous-sol. Au niveau du sous-sol, avec propagation à l'ensemble du bâtiment, propagation à travers les gaines techniques. C'est un bâtiment à usage mixte, hébergement, commerce, snack bar et bureau. Actuellement, 5 engins d'incendie et de lutte contre l'incendie sont déployés. Une soixantaine de personnels sapeurs-pompiers sont en action, en manœuvre. Les reconnaissances sont en train de continuer et en termes de bilan humain, il n'y a pas de perte en vie humaine. Nous avons enregistré une victime, personne tombée de sa hauteur due à l'émotion et en perte matérielle enregistrées à ce moment, elles sont très importantes.
Lutte contre les drogues et stupéfiants, 5 hectares de cannabis détruits à Batiam et 3 suspects en exploitation. Ils seraient les principaux fournisseurs de cette drogue aux bandes armées qui sèment la terreur dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. On fait le point dans ce reportage de Raphaël Tieko et Vivien Tonfac. Le groupement mobile d'intervention de Bafoussam sur les traces des cultivateurs de cannabis à Batiam, dans le département de Bamboutos. Malgré l'état piteux de la route, le commissaire divisionnaire Barga et ses hommes n'abdiquent pas. Au bout de cette peine, les voici à Bamelo, un quartier de Balégan, où dans cette vaste plantation d'environ 5 hectares est dissimulé du cannabis entre du maïs. Les hommes en tenue vont se charger de la récolte de ce stupéfiant. De même, 3 personnes dont une femme sont interpellées. Au terme de la récolte, certains peuvent alors pousser un ouf de soulagement. C'est fini? Non. Il y a encore? Il y a encore. Pourtant, ils étaient loin d'être sortis de leur peine. Car sur le chemin retour, ils vont se heurter à ces barricades posées sur la voie publique par des inconnus. Avec l'aide de quelques villageois, la route est dégagée. La moisson est ramenée vers un lieu où elle sera gardée pour être présentée aux autorités. Cette opération s'inscrit en effet dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la région de l'Ouest, mais également dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest voisines. Des renseignements dignes de foi, faisant état de la découverte d'un grand champ de culture dans le département de Bamboutos, plus précisément dans l'arrondissement de Batiam, dans un village appelé Bamelu, où se trouve aujourd'hui un grand champ de culture de cannabis. Nous sommes donc descendus sur les lieux, sur l'institution de M. le délégué régional de la Sûreté nationale de l'Ouest. Ce qui nous a le plus remarqué ici, c'est la proximité. Ce champ est situé à proximité des zones de crise. Quand nous voyons des pistes qui jonchent ce sang, nous avons l'impression que les sécessionnistes viennent se ravitailler. Nous voulons donc tuer le mal à la racine. Les assauts répétés des sécessionnistes puissent s'arrêter parce qu'ils viennent s'abreuver pour commettre des forfaits de part et d'autre, y compris les grands bandits des grands chemins qui écument nos grandes villes du pays. Nous allons nettoyer ce village. Nous allons nettoyer ce village. Nous commençons d'abord à détruire ce champ. Le groupement mobile d'intervention de Bafoussam promet d'intensifier la lutte contre la culture de ce stupéfiant, très prisé par des gangsters qui terrorisent la population. Parlons à présent de cette saisie de boissons périmées au quartier Kassalafam à Newbel. En image, l'important stock de près de 3000 bouteilles de bière et 1000 canettes périmées vient d'être saisi par la brigade de recherche de Douala 1 et la brigade territoriale de Newbel-Nkololoun. Ces produits périmés seraient importés d'un pays asiatique et dédouanés au port de Douala selon la tenancière du dit entrepôt. Elle confirme mener cette activité dangereuse pour la santé depuis plus de 6 mois. Et le corps sans vie d'une enseignante retrouvée dans sa chambre au quartier explosif, c'est à Bafoussam 1er. La famille de Dame Ndassi Thérèse, en service à l'école publique de la gendarmerie, était sans nouvelles d'elle depuis vendredi 18 juin dernier. D'autres précisions avec Leclerc Saken. Consternation dans cette cité située au quartier explosif dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. Derrière cette porte, en tenue d'Adam et Ève, le cœur sans vie de Dame Ndassi Thérèse, la quarantaine sonnée. L'enseignante d'école primaire a été retrouvée morte dans sa chambre. Les inquiétudes des membres de sa famille sont parties des appels téléphoniques sans suite. Depuis vendredi, j'appelle, elle ne prend pas le téléphone. Mais je me dis que c'est un problème de réseau. Après, ma petite soeur se met à battre. Elle me dit que maman, on a couché l'homonyme de maman. Et quand on l'appelle, elle ne prend pas le téléphone. On appelle partout, on dit qu'elle n'est pas, elle n'est pas. Hier soir, j'appelle ma grande soeur qui est sa nourrice. Je dis que maman, on n'arrive pas à joindre Thérèse. Et on appelle sa voisine Diane. Le numéro de Diane ne passe pas. On dit que bon, c'est un problème de réseau. Maintenant, Diane envoie le message que moi-même, je ne l'ai pas vu. C'est là où on commence à avoir peur.
Il était peut-être 19h30. Comme moi je suis loin, à Badenkop là-bas. J'appelle ma grande soeur très tôt le matin, elle envoie ses enfants. Les enfants me disent que maman, on voit la lumière à la maison. Et comme elle m'envoie souvent, j'ouvre la porte avec le cadenas. Il n'y a pas le cadenas sur la porte. Attendez, j'appelle son mari parce que là où elle habite, là, comme vous voyez, c'est là où elle habite pour fréquenter, pour enseigner, parce qu'elle est enseignante ici à l'école publique de la gendarmerie. Quand j'appelle maintenant son mari dit qu'elle n'est pas ici. Directement, j'ai dit que Ange, cassez la porte. Casser la porte. Une fois la porte défoncée, la réalité est choquante. Ah, je casse la porte, j'entends, c'est moi comment j'entends de crier. Je dis que c'est pas possible, j'appelle encore. S'il y avait un symptôme, elle devait nous dire que peut-être elle ne se sent pas bien. Sur les circonstances de cette disparition subite, le mystère plane. Que s'est-il passé entre la nuit de lundi à ce mercredi que Dame Dassy parte sans crier garde? Elle répondait bien au téléphone. Ce qui se passe, c'est seulement un écart de quelques jours ici là. On ne sait plus ce qui s'est passé. Il y a une voisine qui témoigne que l'avoir vue lundi soir. Son mari habite à Banja avec elle, mais elle est ici parce qu'elle enseigne. Les éléments de la police du 6e arrondissement se sont immédiatement déportés sur les lieux pour le constat. L'enseignante, dont la famille est basée à Banja, vit ici dans l'exercice de ses fonctions. Le week-end, elle retourne en famille. Sauf que cette fois-ci, elle est partie pour un voyage sans retour. Le secteur de l'élevage de plus en plus touché par la pandémie de coronavirus. Les activités ont connu une chute drastique de plus de 10%. Le constat a été fait ce jour par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Le docteur Taïga était en visite de travail dans la capitale économique. On fait le point dans ce reportage de Steve Eboulé, Georges Mitterrand et Sedingding. Avec plus de 165 milliards d'apports au PIB camerounais et 30% de revenus au monde rural, le secteur de l'élevage se positionne comme un pilier de l'économie nationale. Un pilier qui a connu un ébranlement significatif du fait de la pandémie de coronavirus qui a entraîné une baisse globale du secteur économie de près de 10%, frappant de plein fouet les éleveurs. Ce secteur d'activité a connu beaucoup de difficultés. Vous vous souvenez qu'au début, il était question de distanciation sociale, du fait qu'il fallait éviter les contacts avec certains types d'animaux, ainsi de suite. Lorsque vous vous déplacez, que vous allez acheter les aliments, vous allez dans les provenderies, vous deviez toujours être en contact avec les gens. Donc la période du corona était une période de baisse d'activité et même les clients à un moment donné étaient un peu dubitatifs. D'où la question de la relance du secteur de l'élevage qui a mobilisé le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales en visite de travail dans la capitale économique. Le docteur Taïga a tenu à rassurer les professionnels du domaine quant à la relance prochaine. Je suis là pour faire la promotion de l'import substitution. Je suis là pour faire la promotion du Made in Cameroun. Je suis là pour faire la promotion des nationaux qui ont la lourde tâche de produire plus, de produire mieux. Donc, il faudrait qu'on produise davantage. Et je rentre satisfait de l'étape de Douala. Je rentre satisfait parce que j'ai vu des promoteurs engagés dans la production. J'ai vu des promoteurs avec des outils innovants. Relancer le secteur, oui, mais en usant de techniques adéquates, tant dans l'élevage que dans la distribution. Autant d'outils apportés aux professionnels du domaine afin d'optimiser leur productivité. Apporte quelque chose d'abord de technique. Maintenant, on ne va pas contribuer à la fluctuation des prix. C'est sûr que le Covid nous a aussi impacté dans ce sens que le prix de l'œuf diminuait au temps fort de cette pandémie, vu que bon, le marché était fermé, les gens n'achetaient plus, les bistrots, les cafétérias, tout était fermé, donc il y avait beaucoup moins de consommation, mais la poule pond ses œufs, donc il fallait bien les liquider. Le secteur va très mal et la descente du Minépia vient un peu nous donner un peu comment je peux dire, de l'espoir, du tonus, parce que beaucoup de promesses nous sont faites. Le gouvernement est là pour nous accompagner, on a cette assurance. Nous attendons juste que ce soit vraiment effectif. Autant de promesses d'action qu'espèrent les professionnels de l'élevage afin d'impulser le Made in Cameroun. Vous l'avez certainement remarqué, depuis 4 jours, les départs ou les arrivées des passagers à l'aéroport international de Douala ne se font plus normalement. En nocturne, des vols au départ sont retardés alors que les avions qui devraient atterrir sont déroutés ailleurs.
Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le ministre des Transports explique que la perturbation dans l'exploitation de l'aéroport international de Douala est due à un dysfonctionnement du balisage lumineux de la piste. Le ministre Ngalé Bibéré indique que les services de la SECNA travaillent activement pour un retour rapide à la normale. Préparer la jeunesse au leadership de la résolution pacifique des litiges pour une société exemplaire, des acteurs de la société civile tiennent un programme de formation en vue d'équiper ces jeunes. Donald Briskamgan. Des régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'extrême nord, l'est, ont suffisamment montré à quel point la prévention des conflits peut éviter les crises graves dans un État. C'est l'esprit de ce programme initié par la Fondation Friedrich Ebert et mis en œuvre avec des organisations de la société civile à l'intention des jeunes leaders. Il fallait qu'aussi on apprenne à les jeunes leaders le droit de l'homme dans une situation de crise. On a regardé des choses comme le Covid-Gate aussi, le droit de l'homme et la corruption aussi, les Nations Unies, comment les Nations Unies ça fonctionne et les institutions de droits de l'homme aussi au Cameroun. Ils sont formés pour promouvoir les droits de l'homme dans leur environnement de vie, mais surtout pour être des modèles de respect de ces principes dans leur future fonction. Parce que si on ne lutte pas contre la culture de l'impunité, dès que quelqu'un arrive au pouvoir, ce sera difficile pour eux de mettre les droits de l'homme avant. Mais si tant que le jeune commençait à réfléchir, à sachant qu'il doit respecter les droits de l'homme, dès qu'il arrive au pouvoir, dès qu'il est quelque part, il doit quand même toujours respecter les droits de l'homme. Ce sont des leaders de syndicats, leaders d'associations, jeunes leaders politiques et de la société civile qui prennent par la formation. Beaucoup y voient un moyen de défendre leurs droits. Dans le cadre des étudiants, nous faisons face au chantage généralement dans le milieu estudiantin. Si on équipe la jeune femme, on lui dit qu'en fait, tu as le droit de dire ceci, de dénoncer cela. C'est déjà la jeunesse que nous sommes en train de former. Dans l'exercice de mes fonctions tous les jours, nous faisons face aux questions des droits de l'homme, aux violations flagrantes des droits de nos citoyens. Je crois que la formation que nous avons reçue, ou alors que nous avons commencé à recevoir depuis hier, nous permettra d'avoir les outils pour pouvoir faire face, pour pouvoir apporter du répondant à certaines autorités administratives ou alors à certaines autorités autres que sur le plan administratif qui parfois tentent de violer les droits des citoyens que nous sommes. Financé par l'Union européenne, le programme rassemble une trentaine de jeunes, entre autres modules, la connaissance des organismes de défense des droits de l'homme, les structures nationales, africaines et onusiennes en la matière. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, condamné à perpétuité par le tribunal criminel d'Abidjan. L'ancien Premier ministre et 19 de ses proches sont accusés d'avoir orchestré une insurrection civile et militaire avec pour but de destituer le président Alassane Dramane Ouattara. On voit tout cela dans ce reportage de Gladys Sidi. Il a été condamné par contumace car en exil en Europe. C'est loin du palais de justice d'Abidjan que Guillaume Soro a appris le verdict. La prison à vie pour l'ex-président de l'Assemblée nationale. Il était poursuivi pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et complot, diffusion de fausses nouvelles et trouble à l'ordre public. Force reste à la loi, c'est la justice qui a triomphé et vous êtes rendu compte que les faits ne sont pas des faits imaginaires, ce sont des faits réels. Son avocate Afoussi Bamba, exilée également, écope de 20 ans de prison, tout comme son directeur de protocole et les militaires de sa garde rapprochée pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et complot. Ils ont, eux, comparu lors du procès entamé le 19 mai. Devenu Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale entre 2012 et 2019, Guillaume Soro était accusé d'avoir fomenté un complot pour renverser du pouvoir Alassane Ouattara en décembre 2019. Ses avocats dénoncent une justice à la solde du pouvoir. Nous sommes tombés en plein pied dans la justice inférieure à l'exécutif. La sanction du président Soro Guillaume est celle qui a été prédite, souhaitée et préjugée par le chef de l'État. C'est des justices vindicatives, c'est des justices au sol des gens pour régler des comptes. La justice ivoirienne a aussi ordonné la confiscation des biens ainsi que la dissolution de son mouvement Génération et Peuple Solidaire. Depuis son exil, Guillaume Soro rejette totalement ces verdicts qu'il qualifie d'iniques, prononcés en dehors de toutes les règles de droit et dictés uniquement par les considérations d'ordre politique.
Selon lui, il n'est caché à personne que le but ultime de ce procès est de porter un coup d'arrêt au projet politique dont il est porteur afin de l'écarter définitivement du jeu politique en Côte d'Ivoire. Il indique que ce procès aura démontré une fois de plus la compromission de l'appareil judiciaire ivoirien et sa soumission volontaire au diktat de l'exécutif. Et sur le chemin de la CAN, nous retournons à la prison de Robben Island où des milliers de Noirs furent détenus et torturés durant des années. La pratique du football leur avait permis de transcender leurs peines et douleurs. Robben Island fut plus qu'une école de vie pour les nationalistes sud-africains. Les bons souvenirs de Robben Island, c'est avec Jean Pochouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Siyakala sicela ukuthula kulo lonke lakhiweyo abawethu sicela ukuthula emhlabeni abawethu kulo lonke lakhiweyo. One of the things that is difficult for me to comprehend is that we spent such a long time here. J'étais latéral gauche au Gunner Football Club. As a left back. Je jouais au poste d'attaquant à Monon Football Club. A striker. J'étais défenseur central chez les Hotspurs FC. Center back. Fermé en 1996 et transformé en musée national, puis inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999, la prison de Robben Island reste chargée d'histoire pour les citoyens noirs sud-africains qui y avaient été incarcérés pendant plus d'une vingtaine d'années. De Nelson Mandela et bien d'autres militants de l'African National Congress aujourd'hui décédés aux rescapés encore en vie. Leur séjour à Robben Island n'était pas que torture et humiliation, mais aussi et surtout des moments de réjouissance autour d'un ballon de foot. Tous prenant très au sérieux leurs initiatives et projets, avec notamment la création d'une fédération sportive, la Makana Football Association, chargée de gérer 24 clubs, dont les plus célèbres mobilisaient des supporters, avec des duels à tous les niveaux. Les rencontres entre Monon FC, les Gunners FC et les Hotspurs étaient de véritables derbys, dignes de grands championnats drainant une foule de supporters. Les duels entre les Gunners et Manon, des instants magiques. Avant la prochaine affiche, toute la prison était en ébullition. Par la force du foot, les pensionnaires de Robben Island avaient réussi à créer leur petit paradis dans un environnement pourtant hostile à leur épanouissement au départ, réussissant même l'exploit d'embarquer les gardiens de prison dans cette aventure qui finalement faisait vibrer tout le pénitencier. Pour l'équipe de Manon, c'était une obsession de battre à tout prix les Gunners. It was a given that Manon must beat Gunners. Toutes les veilles de match, Gunners, Manon, personne ne pouvait fermer l'œil. De 30 minutes de jeu qui leur était accordé au départ, le régisseur de la prison de Robben Island lâcha du zeste et leur accorda un peu plus de temps de jeu, permettant même au futur chef de l'État Jacob Zuma de démontrer tout son talent de défenseur central. Une chance que n'avait pas eu son prédécesseur Nelson Mandela, tenu à l'étroit, loin du stade de foot. À Robben Island, le foot avait transformé tout le monde, les gardiens de prison. Ils s'impliquaient à fond et grâce aux règles du jeu, ils découvraient les talents individuels. Les gardes prisonniers attendaient vivement le prochain samedi foot. Au-delà du football, le président de la Makana Football Association et ses compagnons de lutte rêvaient bien de liberté et leur participation à la construction d'une société sud-africaine de démocratie, de justice, d'égalité de chance pour tous, comme le déclarait Nelson Mandela. Ainsi, les militants de l'ANC sur l'île de Robben Island poussent plus loin leur folie
concevant discrètement une ébauche de la constitution de leur pays. Et ironie du sort, Dick Gang Mozeneke, à sa sortie de prison, fera partie du comité national de conception et de rédaction de l'actuelle loi fondamentale, en vigueur en Afrique du Sud. Là, c'est l'ébauche d'une première constitution que j'ai rédigée dans ma vie. J'ignorais qu'en 1983, je ferais partie du comité national de rédaction de l'actuelle constitution de l'Afrique du Sud. Plusieurs années après leur libération, pratiquement tous les détenus de Robben Island restent nostalgiques d'un passé qui leur a permis de se faire une nouvelle vie, fut-il dans une prison de haute sécurité. Non, je ne rentrais pas à la maison. Pour moi, j'allais être libéré pour une destination inconnue. C'était émouvant de partir. Pour les instants douloureux vécus, ce fut insupportable en raison de notre proximité. Au finish, Robben Island leur avait tout donné et tout enseigné, notamment l'endurance, le stoïcisme, la patience, la confiance en soi, la force mentale, le rêve d'une justice vraie et l'espoir et bien d'autres valeurs pour s'en tirer à bon compte dans une vie où les plus forts n'hésitent pas à opprimer les plus faibles. J'étais choqué à mon départ de Robben Island. J'y laissais pratiquement une partie de moi. La franchise des gens que je connaissais, à savoir les habits. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Des icônes comme Mandela sont partis. Mais ces souvenirs demeurent éternels. Plus qu'un centre de détention arbitraire, Robben Island, c'était toute une école de vie pour des milliers de militants de l'ANC, principale force politique, aujourd'hui au pouvoir en Afrique du Sud, depuis plus de 20 ans. Who could imagine that? Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Et un public reportage dans ce journal, les parlementaires de la commission TIC de l'Assemblée nationale ont visité les locaux de Orange Digital Center à Douala en vue de s'enquérir des difficultés que rencontre l'opérateur et de téléphonie dans la stabilisation du réseau et de ses services. Reportage. Des députés de la nation dans les locaux d'Orange Digital Center à la direction commerciale de l'entreprise citoyenne à Douala. Il s'agit des honorables Albert Nzoukoulins, Julien Barra, Joshua aussi, Peter William Andio, de la commission TIC, venus chez Orange pour une session de travail sur les perturbations observées sur le réseau de télécommunications au Cameroun. Tout le monde le sait qu'aujourd'hui le téléphone marche très mal au Cameroun. Ce n'est plus le temps de l'analogie. Dans les années 1980, peut-être que vous êtes encore né, 80-90, pour avoir la tonalité au téléphone, il fallait se lever de bon matin. Mais aujourd'hui, quand même, avec le numérique, les communications sont instantanées. Pourquoi elles sont plus instantanées aujourd'hui? C'est qu'il y a un problème. Au cours des échanges avec les cadres de la boîte, des précisions vont être apportées afin que des solutions soient trouvées aux problèmes de réseau et de services, entre autres. Ils nous ont approchés dans le cadre de leur tournée pour avoir des échanges, des éclaircissements sur un certain nombre de sujets, notamment sur les services, les coûts, les fonctionnements techniques. C'était des échanges à bâton rompu, comme il s'en tient assez régulièrement. Nous avons recensé et on ira vers ceux qui ont la charge, n'est-ce pas, de travailler avec ces opérateurs-là. Nous allons aussi tenir des réunions avec eux pour que nous trouvions une solution. Parce qu'en réalité, tout problème a une solution. Durant leur bref séjour dans la boîte, les parlementaires ont également visité les espaces de travail et le matériel de pointe mis à la disposition des jeunes adeptes de la fabrication numérique
au sein du Digital Center d'Orange, Cameroun. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Auto et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Les brasseries découvertes à New Bell il y a quelques semaines. Maintenant, c'est de la bière qui vient de l'étranger qu'on a retrouvé une fois de plus à New Bell. Décidément, New Bell, dans le 2e arrondissement, devient au centre une nouvelle brasserie, comme on l'a dit la dernière fois, à New Bell. Il faut dire, Serge Alain Auto, que le 2e arrondissement de la ville de Douala détient la palme d'or de la contrefaçon des produits ou des spiritueux. Ce jour, 3000 bouteilles de bière et 1000 canettes périmées ont été saisies par la brigade de recherche de Douala et la brigade territoriale de New Bell, Kololoun. Il faut rappeler que ces produits viennent d'un pays asiatique. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Serge Alain Auto. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Berthe. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie, toujours en compagnie de Maurice Diongo, Raphaël Ndogo, Yves Abama et Serge Gauthier Onanina également. Samuel Ngamo qui nous attend du côté de Yaoundé. Je commence avec vous, Serge Gauthier Onanina. La contrebande, vous avez suivi l'élément de la bière qui est entrée chez nous. Comment expliquer cela? On a dit produit dédouané. Oui. Déjà, dans voilà, c'est le mot, ça a été dédouané. Alors, comment on se pose bien la question de savoir comment un produit supposé illicite peut être dédouané au su de tout le monde. Et maintenant, je me pose bien la question de savoir si, au-delà des entreprises brassicoles ordinaires, connues ou régulières, et si il y a une législation qui autorise à ce qu'il y ait des entreprises ou alors une distribution brassicole périphérique. Dans tous les cas, c'est le lieu d'attirer davantage les autorités de ce pays sur la responsabilité à prendre par rapport à certaines dérives, à certains dérapages. Je ne sais pas si c'est parce qu'au Cameroun, on sait que quand on a favorisé la forte consommation de l'alcool, ça distrait les Camerounais des véritables et sérieux problèmes qu'on a certainement laissé. On laisse fuiter cet alcool frauduleux qui, même au-delà de son caractère illicite, était périmé. Vous pouvez vous imaginer ça. D'où la question, Serge Gauthier Onanina. Comment ce qui est passé à la douane, sans problème, mais la gendarmerie, ça veut dire qu'il y a un problème. Comment la douane a pu laisser passer des produits qui n'étaient plus, dont la date était largement dépassée? Nous nous posons la question, le rôle de la douane, c'est aussi ça. C'est-à-dire que bon, peut-être c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de dédouaner pour prendre de l'argent. Maintenant, c'est peut-être au ministère du Commerce et d'autres ministères qui sont habilités à vérifier le caractère périmé ou pas périmé. Mais il y a j'ai deux éléments que je disais. Le premier, c'est que l'alcool est un facteur de distraction, c'est-à-dire qu'on laisse les Camerounais en consommer au maximum pour ne pas s'intéresser à des problèmes de fond, des problèmes sérieux, mais également, là maintenant, c'est un poison. Parce que lorsqu'il est périmé, on ne peut pas imaginer les conséquences qu'il peut avoir sur la santé des uns et des autres. Donc, on tire un coup de chapeau à ceux qui ont démasqué, identifié. La gendarmerie, une fois de plus. Voilà, et on leur demande d'aller davantage dans ce sens pour pouvoir, parce que là, au-delà des questions fiscales et autres et douanières, c'est d'abord de la santé des Camerounais qu'il s'est agi dans ce cas de figure. Yves Abama, sur cette... vous êtes d'accord avec... Serge Gauthier, l'alcool, pour distraire, ils oublient les véritables problèmes. On ne regarde pas si c'est périmé ou pas. Non, je ne peux pas être d'accord avec lui. Bon, je le comprends, c'est un politicien. Il faut qu'il utilise tous les faits divers pour combler son programme politique, le programme de son parti. Bon, je suis d'accord avec lui sur le bravo à la gendarmerie nationale
Je suis d'accord avec lui sur le danger par rapport à la santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il y a des questions qu'on ne politise pas. On ne peut pas encourager les gens sous prétexte de chercher à gagner de l'argent, à mettre la santé des Camerounais en péril. Donc, une fois de plus, bravo à la gendarmerie. Il faut cependant s'interroger sur un élément qui a circulé pendant votre reportage. On dit que cette boisson aurait été dédouanée. Voilà. Oui, donc, il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. Il y a des pays asiatiques, comme on dit. Voilà. Comment cela s'est passé? Est-ce qu'au niveau de notre douane, il n'y a pas un mécanisme de vérification des produits illicites? Je ne sais pas trop. Il faut qu'on essaye de voir de toutes les façons. C'est la douane ou c'est le ministère du Commerce, comme il a dit. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Il faut qu'on arrête de mettre la vie des Camerounais en danger juste parce qu'on veut gagner de l'argent. Vraiment, on n'a pas à politiser la question. Bravo aux forces, à notre gendarmerie nationale. Et bravo à notre champion, une fois de plus. Notre champion? Bien sûr, puisque tout ce qui se fait sous son coaching. Il faut dire, quand c'est bien, dites merci, dites que c'est le président de la République Paul Biya qui l'a fait. Et encourager. Il faut encourager. Quand c'est mal, quand c'est mauvais, il encaisse. Quand c'est bon, on fait encaisser à qui? À vous, à l'opposition? Non, je n'ai pas parlé d'opposition. Je vais vous expliquer tout ce qu'il fait comme ça. C'est important d'attirer l'attention des Camerounais dessus. Lorsqu'une route est construite, lorsqu'un pont est construit, lorsque, je ne sais pas moi, une infrastructure comme les hôpitaux régionaux sont construits, on vous demande de dire merci au président de la République. Paul Biya, c'est-à-dire que c'est une faveur qu'il vous a fait. Vous savez qu'à chaque fois que vous faites un petit achat, vous payez la TVA et que c'est une taxe, c'est un impôt, et que c'est parce qu'on a payé cet impôt que les impôts sont reversés et qu'il y a des recettes. Donc, on a pris votre argent, l'argent du sous-sol et du sol, et on a investi pour que nous nous épanouissions tous. Et on considère, on veut vous faire croire que c'est une faveur. Non, ce n'est pas une faveur. Je ne l'ai pas dit. Je vous dis, vous avez félicité la gendarmerie, non? Si vous félicitez la gendarmerie, félicitez son chef. Non, mais oui. Donc la gendarmerie n'est pas au service du chef, elle est au service du Cameroun. Elle est au service. Et qui est le responsable en chef des armées? Le Camerounais, c'est le peuple camerounais qui est souverain. Les autres sont des élus. Attention. N'ayez pas félicité. Des délégués. Félicité. N'ayez pas honte de féliciter. De quoi? Moi, je ne suis pas un menteur. Bravo à son excellence Paul Biya pour le bon travail de la gendarmerie. Maurice Diongo, je pense une fois plus des produits qui sont dangereux qui peuvent nuire à la santé des Camerounais. Nous venons de loin, puisqu'en fait, c'est parce que c'était... Ça devient un peu récurrent, hein? On a vu à Yaoundé, Loncac... Cela veut dire que la douane laisse beaucoup... La douane laisse beaucoup entrer ces produits-là. Comme il dit, c'est la corruption, c'est ce que la RDPC aime bien, c'est-à-dire la corruption. Et ils ne savent pas que le fonctionnaire... C'est le RDPC qui a laissé entrer ces produits. Tu peux être un directeur de la douane sans être dans la RDPC. Et c'est le même RDPC qui a arrêté. Non, on vient de loin parce que ça a commencé à tuer. Donc ils ont eu peur et ils ont dit attention, la fesse il va fumer. Oh, et on a dit... Est-ce que vous savez que si on essaye de suivre la filière, c'est-à-dire qu'on essaie de voir qui se cache derrière ce genre de choses, il est possible que ce ne soit même pas des partisans du régime. Hein. Non, ils sont ne politisons pas. Si on regarde, c'est pas... Ils sont. Mais c'est disait non plus. Si tu fais ce genre d'affaires, tu n'as pas une carte. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une certaine opposition politique dans ce pays? Quand on arrête les produits de toute façon, des responsables de haut niveau, que je ne vais pas les citer quand ils ne sont pas sur le plateau, de cette formation politique-là, demandent plutôt qu'on les encadre. C'est-à-dire que les gens font de la contrefaçon, on les prend, les responsables de partis politiques vous disent non, ce sont plutôt les génies, prenons-les et dans leur affaire de la chimie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis dans le fond du problème. Ayons des discours responsables. Non, monsieur l'inspecteur, déjà... Je dis que c'est certains partis politiques, c'est-à-dire ceux qui sont tout autour du RDPC. Soyons responsables. Et ceux qui sont loin du RDPC. Ceux avec le RDPC font... Je peux vous citer ces gens, c'est l'opposition radicale. C'est un parti que moi j'aime qualifier d'anarchiste, mais je ne les cite pas comme ils ne sont pas là. C'est eux qui applaudissent qu'on arrête les gens dans la contrefaçon. Ils se mettent à créer, non, il fallait les laisser, plutôt les encadrer. On va construire quel genre de pays? Non, mais par contre, oui. Et bon, quand vous regardez le problème sur l'entrepreneuriat, pour faire un entrepreneur, vous ne pouvez pas être riche sans faire la contrefaçon. Et le fonctionnaire... C'est très bien de le dire. C'est Claude Alanou. C'est Claude Alanou. J'espère que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire. C'est Claude Alanou qui le tient. Et c'est ce que j'enseigne dans mon cours d'entrepreneuriat. Dites ça à vos amis de la formation politique. Le fonctionnaire est là. Dites ça à nos amis. Dites ça à nos amis du parti anarchiste. Qui s'agite. Mais sinon, quand j'enseigne dans l'entrepreneuriat, quand j'enseigne
commande douanière en deuxième année. Oui. En licence, il faut enseigner à l'enfant comment il peut faire pour contrôler la douane. C'est l'entrepreneuriat. Parce que si c'est comment il fait pour contrôler la douane, il connaît comment fonctionne contourner la douane. Contrôler. En fait, c'est de ça que maintenant le fonctionnaire est là pour les traquer. Et si le fonctionnaire est ami, on va arriver au stade où, quand ça sera difficile, qu'on va dire, attention, ça va tuer. Parce que là, on a seulement vendu la mèche. Il y en a tellement, ceux qui ne sont pas périmés, sont même en train d'arriver. Donc, pour être clair, il faut savoir que quand quelqu'un crée une boutique, c'est officiel de tromper les gens. C'est officiel, il faut le tromper au moins à 15%. Mais une boutique, quand tu mets le bénéfice, quand tu mets le bénéfice, c'est officiel. Mais le ministère du Commerce devrait vous exploiter, monsieur l'inspecteur. Bon, maintenant, quand tu es fonctionnaire, le timbre, c'est 100 francs. Oui. Il doit être 100 francs. Donc, si quelqu'un veut s'enrichir, qui passe par l'entrepreneuriat, et qui sait que ça ne va pas, on va le détruire. Vous voulez être fonctionnaire, sachez que la fonction publique, c'est le service public. Et qui a dit le contraire? Il n'y a aucune. Claude Ananou enseigne dans son cours à ses enfants. Il a déjà créé plus de 30 entreprises et il est l'actionnaire. Il dit ceci. Vous ne pouvez, la première façon de frauder, c'est le fisc, tromper l'État. Donc le jeu d'entrepreneuriat se passe là. Le fonctionnaire doit empêcher que l'État soit trompé. S'il accepte, on va toujours arriver là. Et dès qu'il a l'argent, ils vont entrer dans la RDPC, ils seront les députés. Ah, vous avez dit que c'est le RDPC qui a laissé entrer ces produits, c'est ça? On peut être directeur de la douane, chef service là, sans être. RDPC, c'est ça? J'enseigne, ça dit que quand on vous nomme, même quand on nomme nos camarades proviseurs, à un grand lycée, si tu n'entres dans la RDPC, donc tous les proviseurs sont du RDPC. Vous pouvez le dire, monsieur l'inspecteur. Ok, merci. Oui. Ndougou. Oui. Raphaël Ndougou, sur ces produits-là. Si RDPC, on va l'enlever. Écoutez, c'est là. Ça devient récurrent quand même. Hein? Oui, surtout on découvre des produits. Mais sauf que cette fois, on dit que ce sont des produits qui viennent d'ailleurs. Voilà. Tout de suite, j'ai envie de me rappeler. Sur place. J'ai envie de me rappeler que le président de la République se plaignait ou alors s'offusquait déjà que les Camerounais aiment bien consommer ce qu'ils ne produisent pas. Nous aimons des vins qui viennent d'ailleurs et nous sommes contents de consommer des bières importées. Peut-être c'est ça aussi. Mais maintenant, la gendarmerie fait son travail sur la base du renseignement. C'est-à-dire que la gendarmerie a eu vent de ce que ces produits-là étaient non seulement périmés, mais aussi n'étaient pas de bonne qualité pour la consommation. Je voudrais bien que la gendarmerie remonte la filière pour voir à quel niveau, qui est l'importateur de ces produits et est-ce que ces derniers savaient pertinemment que les produits sont impropres à la consommation. Et aussi, quand même, nous avons nos agences comme la Nord qui doivent justement continuer à faire le travail dans ce sens. Parce que on peut dédouaner un conteneur ici et puis maintenant, le contenu, la Nord peut quand même aller voir que ces produits qui viennent de tel pays, est-ce que ces produits-là sont véritablement consommables? Donc, nous disons, tirons déjà un coup de chapeau pour la gendarmerie, mais nous disons également que la population doit s'impliquer dans tout cela. Parce que le gendarme ne peut pas être derrière chaque Camerounais. Et que les Camerounais prennent quand même conscience de ce que, quand ils importent ces produits-là, ce sont les Camerounais qui consomment, et c'est nous qui mourrons de ces mauvais produits. Loin des partis politiques qu'on peut citer, mais ce sont les Camerounais qui consomment. Ce ne sont pas les Asiatiques qui consomment ces produits. Donc nous tirons un coup de chapeau à la gendarmerie et on dit allons en avant et ensemble, mettons-nous pour lutter contre ces produits-là et consommons, privilégions les produits locaux. Vous savez, les produits locaux sur le plan même de la boisson, et ils sont là. Consommons nos produits, laissons ce que nous importons là. Voilà. Bon, on va terminer avec le sujet qui nous rassemble. Quel crédit, hein, ça c'est la question qui revient tout le temps. Quel crédit accorder à ces évaluations certificatives qui, avec des sujets qui ont été tirés, on ne va pas dire comme ça au quartier, hein, on sait le sérieux qu'il y avait avant, des sujets qui ont été tirés dans une... Parce que certains, hein, on nous dit que certains sont même... On a tiré dans avec des photocopieuses du quartier, quoi. Quel crédit accorder à ces gens lorsqu'on a une épreuve qui a été, qu'on allait tirer à côté, quel crédit?
En fait, c'est le système qui tombe. Oui, le système est en train de tomber. De tomber. Et la compétence qui manque, c'est celle que nous disons. Lorsqu'il y a une faute, il faut sanctionner. Et l'APC utilise l'art de la guerre dans les sanctions. C'est qu'on dit dedans. Quand vous avez vos effectifs, vous utilisez le 20-70-10. Chaque fin d'année, vous nommez, il faut noter tout le personnel. Les 10% d'en bas sont sanctionnés. On les relève de leurs fonctions. On récompense les 20% d'en haut. Si nous faisons ça, c'est ce que l'office a souvent fait. Chaque année, dès qu'il y a eu des années où j'ai été chargé de mission dans des centres plus élevés, avant même que ça n'arrive, mes camarades disaient, oh, expert, tu seras président du jury. Parce que j'avais animé beaucoup de séminaires ce temps-là. C'est-à-dire, on récompense les meilleurs. Okay. On récompense les meilleurs. Et il faut sanctionner. Et là, on ne regarde pas de quelle formation politique vous êtes pour être... Non. On n'a pas eu ça souvent à l'office. On n'a jamais eu ça à l'office. Okay. La preuve en est que l'année où j'ai le plus critiqué l'État dans mon livre, c'est cette année-là où... La philosophie. Oui, la philosophie. Changer le Cameroun par la philosophie. C'est cette année-là que j'ai été PJ dans un centre le plus élevé. Je ne pense pas que si cette année, j'étais encore dans le service. D'abord, il devait encore me prendre, puisqu'il ne regarde plus les performances. Mais je voulais, il y a une question qui trouble les gens. La compétence, la PPO et la PC. Quelle différence? Le collègue a parlé. Je veux partager avec lui rapidement, 30 secondes, rapidement. C'est-à-dire que quand vous dites à la fin, l'enfant doit produire un roman, parce qu'on a A4, ce n'est pas une compétence. Il faut dire, l'enfant doit produire un roman style Eugène Baudet, parce qu'il est très féminologue. Il ne fait ses films, il fait ses romans en passant des histoires réelles. L'enfant doit être capable de produire un roman style Calice Béala, parce qu'il est esthéticienne. L'enfant doit produire son roman style Mongo Betty, c'est l'engagement. À partir de là, vous voyez, vous créez les compétences. Vous voyez Eugène Baudet, il vous dit comment il crée ses romans. C'est là que vous créez le truc. Après, la grammaire, la conjugaison, tout ceci devient des habilités. On ne parle plus des objectifs. Pourquoi habilité? Parce que ces grammaires-là, vous devez intégrer dans l'activité d'Eugène Baudet. Parce que quand vous commencez à faire la grammaire en l'air, l'enfant ne peut pas intégrer. Ok. Serge Gauthier, 2 examens, le bac a ses problèmes, le probatoire également. Quel crédit accordé donc à la fin ces diplômes-là qui seront... Mais une très faible crédibilité, ce n'est pas un discours de politicien. Il y a des indicateurs clairs, objectifs, observables. D'abord pour le bac, on devrait reprendre... Premier indicateur, évaluation sous la base d'un faible taux de couverture des programmes ou alors des programmes sur 10%, autour de 10% des programmes qui ont été enseignés. Vous prenez vos chiffres où? C'est pas moi qui le dis, ce sont vos Moi je suis enseignant. Je vous en prie, nous ne sommes pas sur les plateaux, je vous en prie. Vous allez me laisser dire. Ce plateau est sérieux. Les mêmes chiffres. Donnez nouveaux sources. Moi, je suis enseignant, je peux vous donner mes chiffres au lycée. Ok. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sources que c'est je peux finir de parler. Grabou n'avait pas de chiffres. Grabou n'avait pas de chiffres. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de chiffres que c'est faux. Voilà. Le gouvernement, les prisonniers d'élite de Kondengui n'avaient pas, il n'y avait pas de preuves. Il n'y a jamais de preuves avec le RDPC. Je sais. C'est tout, mais je vais dire ce que j'ai à dire. Vous pouvez injurier, vous pouvez même aller jusqu'à ma mère, puisque vous êtes déjà autocollant. Oh là là. Et vous êtes enseignant de français, apparemment vous êtes éducateur. Vous êtes hors sujet. Vous êtes professeur, apparemment. Et vous traitez, vous injuriez les gens sur les plateaux. C'est terrible. C'est ça que le RDPC envoie, c'est ça qui ce sont ces gens-là qui vont nous gérer demain. C'est ce type de panélistes qu'on a. Bon, quand j'ai fini de le dire, je reviens donc à ce que je disais. Première des choses, faible crédibilité. Parce que le taux de couverture, on a évalué en philosophie, en ECM, vous l'avez dit ici, en mathématiques, sur des programmes qui n'avaient pas une méthodologie qui n'avait pas été enseignée. Première des choses. Deuxième des choses, on vous apprend la méthodologie de l'essence, de la voiture à essence, et on vous évalue sur le moteur diesel, la méthodologie du moteur diesel. Ce n'est pas crédible. Troisième des choses, dans la légèreté, dans l'organisation. Voilà un ministère qui, l'année dernière, ou un organisme, un ministère, une institution, l'année dernière, il y a eu fraude à travers cette technologie.
C'est la même terminologie qu'on convoque pour pouvoir aller imprimer les épreuves au quartier où on les imprime 9 heures plus tard. C'est de la légèreté. C'est un défaut de crédit. Ce n'est pas sérieux. Personne ne peut y croire. Et ça a donc un impact sur nos certifications. Je vais même plus loin, Serge Alain. Vous avez posé une question intéressante ici tout à l'heure en vous demandant pourquoi on a laissé l'ancienne méthode et maintenant on préfère envoyer. Mais monsieur Alain Otto, le nombre de bacheliers, le nombre de candidats aux examens certificatifs évolue chaque année. Ils payent les frais de dossier. Mais on a réduit les charges. Ça veut dire que les gens sont dans l'économie de l'argent. Vous n'avez pas... C'est-à-dire on a failli oublier ça. Je vous dis donc pourquoi. Quand le proviseur, le chef de centre quitte pour aller porter les épreuves, il y a des charges. Vous comprenez maintenant? Il y a des charges. On annule ces charges et on crée une économie. Et cette économie, c'est un fait. Prouvez-moi que le fait qu'un proviseur ne se déplace pas n'a pas annulé une charge. Vous affabulez, hein? Je n'affabule pas, c'est un fait. Quand vous voyagez, vous êtes dépensé. C'est une mission, c'est 40 000 au moins. Oui. Alors, multiplié par le nombre de chefs de c'est tous les matins. Pour économiser cet argent qu'on a fait ça. Ben oui, c'est tous les matins, je crois. C'est tous les matins. Non, c'est pas tous les matins. Ben, je ne suis pas sérieux. Je ne suis pas sérieux. Imaginez si c'était tous les matins. Je ne suis donc pas sérieux. C'est ceux qui font... Non. Avec 9 heures de retard qui sont très sérieux. Bien sûr. C'est ceux qui impriment une preuve au quartier qui sont très sérieux. Ça, ce sont vos mots. Hein. C'est ceux qui... Ce sont vos mots. Lisez tout. Qui enseignent. C'est ceux qui enseignent. Finissez de lire les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme ministère de l'Éducation, qui sont incapables de les utiliser, qui sont très sérieux. C'est-à-dire qu'à travers WhatsApp, ils sont incapables de WhatsApper les preuves, comme on dit, et de l'imprimer. Ils sont plus sérieux que nous. Et on veut vous demander de les apprécier. On va même vous dire que c'est l'autorité. On va vous dire que vous êtes l'opposition de l'opposition. On va vous dire, chers Camerounais, que le fait de dire la vérité qu'ils ont échoué dans ce cas-là, c'est parce que vous n'êtes pas républicain. Vous n'aimez pas le Cameroun. Il n'y a que eux qui aiment le Cameroun. Il n'y a que eux qui gèrent le Cameroun. Et moi, je vous dis une chose, pour terminer. Ce sont ces gens-là que vous avez votés. Posez-vous donc désormais la question de savoir, parce que vous avez payé pour que vos dossiers, vos enfants fréquentent. Vous avez payé pour que vos enfants composent. Ils composent dans les normes et les règles de l'art, sur la base de ce qui leur a été enseigné. La question de fond, à partir de ce qu'on a vu au bac et ce qu'on voit au probatoire, est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Quand on s'est posé la question, on a la réponse, non. Je suis content d'affabuler, mais regardez qui affabule vraiment. Ok, Yves Abama, pour vous, comment faire? Vous avez semblé minorer tout ce qui s'est passé là, mais comment faire pour que ça ne se reproduise plus en 2021, 2022 et les épreuves qui n'arrivent pas à temps, qui n'arrivent pas en quantité suffisante, vous trouvez que ce n'est pas un problème? Bon, en fait, je vais commencer à dire que les éruptations miasmatiques de certains opposants sur le plateau ne m'impressionnent pas. Je suis pas là pour le procès, je vais là pour faire ce que j'ai dit. D'accord. Vous êtes moins important que les 26 millions de pas. Je redis raison. Pour répondre à la question, mais ce sont des éruptations. Je reviens. Permettez que je m'exprime. Vous êtes une star pour vos élèves, pas pour moi. Vous permettez que je m'exprime. Je suis une star pour personne. Vous ne m'avez pas permis de m'exprimer. Voilà, je dis. Donc je peux être désagréable. Soyez-le, on va. Voilà, il a dit. Voilà, la question posée. Quand ça se fait, on vous montre comment on peut créer le bruit. Vous n'êtes pas fair play. Vous êtes seulement mal élevé. Je vous renvoie. Non. C'était important de lui montrer qu'il y aura de l'appareil. Oh là là. C'est grave que ce soit un enseignant. Oui, permettez que je poursuive. Donc je dis, les examens de cette année auront la crédibilité que les examens ont toujours eu. Vous demandez si, bon, est-ce que le diplôme sera crédible? Je dis oui, le diplôme sera aussi crédible que le sont les diplômes, permettez. Ils seront aussi crédibles que le sont les diplômes dans tous ces pays où il y a des couacs et où on n'en fait pas des affaires nationales. Je vous dis, encore aujourd'hui, bac en France 2021, les couacs qui payent. Je vous dis, 2021, 2020, 2018, jusqu'à 2017, c'est une suite de couacs. Mais on n'en fait pas des problèmes nationaux. Vous ne voyez pas France 24 venir organiser je ne sais trop quoi. La Côte d'Ivoire, l'année dernière, 6 000 cas de fraude.
Le Maroc, cette année, 4200 cas de fraude. Arrêtez de faire penser aux Camerounais que ici, il se fait ici ce qui ne s'est jamais fait ailleurs. L'organisation matérielle des examens est tellement lourde. La médiocrité. On n'encourage pas la médiocrité. L'organisation est tellement lourde qu'on ne peut pas éviter un certain nombre. Continuons à encourager la médiocrité. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de travailler pour améliorer? Je dis oui. Nous travaillons et on essaie de travailler pour améliorer. Il faut travailler pour améliorer. Tenir ce discours-là, ce n'est pas encourager la médiocrité. Eva Bama, dites aux Camerounais, comment vous expliquez le fait qu'on envoie une épreuve à un chef de sous-centre pour qu'il fasse, qu'il multiplie cette épreuve? Je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce une évolution? Je vous ai dit tout à l'heure. C'est ça le sujet par WhatsApp. Est-ce une évolution? Les questions me demandent de vous poser. Je vous réponds. Je vous ai dit tout à l'heure que... Mais c'est un véritable problème. C'est un vrai problème. Et il ne faut pas qu'on le politise. Je vous ai dit tout à l'heure. Non, on ne politise pas. À tout moment de la chaîne, on peut soupçonner des fraudes et on est appelé à... Et vous ne savez pas à quel moment les soupçons en utilisant la même méthode qui a été à l'origine de la fraude de l'année dernière. On prend des éléments... Je vous fais remarquer que cette année, personne n'entend parler de fuite. C'est-à-dire que si c'est retard, je vous le dis, sinon... Si c'est retard, ça a bien marché. Je vais vous dire, ça va bien marcher. Si c'est retard, si les retards occasionnés... Permettez à Yves, on écoute Yves. Oui. Si les retards occasionnés avaient fait que certains candidats aient les preuves avant, on en serait là pour débattre, mais on n'en parle pas. Ça veut dire que personne, tous les élèves ont composé, la confidentialité, la sûreté de l'examen a été maintenue. Maintenant, on peut faire du bavardage, on peut jaboter comme on veut, ça l'impression personne. Nos examens sont crédibles. Ça ne peut pas cette année encore, ils seront plus crédibles que les années antérieures. D'accord? Ils auront la même crédibilité que dans le pays. On travaille pour corriger. On va travailler pour corriger les manquements de cette année, mais de grâce, arrêtez de penser... La circulation sur les réseaux sociaux est confidentielle. Je vous dis, cher monsieur... Elle est confidentielle, la circulation sur les réseaux sociaux. Elle est confidentielle. Apparemment, vous n'écoutez pas beaucoup. Vous avez sécurisé WhatsApp que vous avez utilisé. C'est la confidentialité sur les réseaux sociaux, la circulation des infos. Je vous dis que ça a circulé sur les réseaux sociaux. Vous avez un Camerounais qui a une épreuve avant qu'elle ne passe, comme ça a circulé sur les réseaux sociaux. Vous savez pas que la France, que vous aimez aller copier les sujets circulent en ligne. Vous savez pas ça? Avant de venir débattre, renseignez-vous au moins. Partout ailleurs, on envoie les sujets en ligne. En ligne n'est pas. Oh là là. Et c'est où? C'est votre banque? Soyons sérieux. Je vous dis, messieurs, je vous dis que la circulation des sujets en ligne, c'est pas une invention camerounaise. Et les réseaux sociaux, c'est aussi la ligne. Ça, je vous le dis. Est-ce que vous avez sécurisé? On prend des mesures pour parer au plus pressé. Je l'aurais dit en un mot comme en mille. Les examens cette année auront la même crédibilité que toutes les années et le bavardage qu'on fait autour de la table n'entachera rien. Bon, on retient donc qu'on va adopter la méthode par les épreuves via WhatsApp. Non, on ne retient pas ça. Je ne suis pas mandaté pour communiquer au nom du ministre ou de l'office du bac. Parce que vous dites qu'il n'y a pas eu de fuite. Non, on a parlé au plus pressé. Oui. On a parlé au plus pressé. Vous ne savez pas à quel moment le dysfonctionnement est apparu. Ceux qui ont la charge des examens ont pris la solution la plus idoine. Sans sanctionner les gens, sans sanctionner les gens. Maintenant, on va s'arrêter. Vous avez suivi que le ministre a convoqué le Conseil national des examens. On va s'asseoir, on va tirer les leçons et à un certain moment, on va arranger un certain nombre de choses. Il convoque toujours. Et là où on ne convoque pas, pourquoi il y a des fuites partout ailleurs? C'est aussi madame le ministre. Il faut qu'il y ait au Cameroun. Il faut arrêter avec ça. La matérialisation des examens est lourde. Acceptons que de temps en temps, il y ait un certain nombre de choses. Si vous prenez n'importe quel pays du monde, vous tapez quoi au bac, vous allez avoir une tonne de littérature. Mais nous, on n'a jamais vu ça au Cameroun. Voilà. Mais pourquoi vous faites la comptabilité des spécificités négatives? Non, c'est vous qui m'obligez à le faire. Vous m'obligez à le faire. Parce que vous ne comptez que ce qui est mauvais. Le Cameroun n'invente en rien. Le fil a coupé le beurre. En rien. Pourquoi vous ne comptez que ce qui est mauvais? C'est vous qui m'obligez à le faire. Voici la logique. Nous reconnaissons que c'est arrivé. Oui. Il faut oh là là. Voilà ta logique. Oh là là. On assassine les gens. Bon, dites-nous. Mais c'est normal qu'on assassine. Ça se passe bien. C'est banal. Ça se passe bien. C'est parfait. En enseignant, quand je veux montrer à mon élève qui a échoué un exemple, je lui prends l'exemple d'un élève qui a réussi. Je lui dis, tu vois, tu as mal travaillé. Travaille comme tel. D'accord? Je m'attendais à ce que monsieur l'inspecteur et monsieur de l'opposition du PUS me disent que, ok, le Cameroun a échoué, il y a trop de quoi. Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme là-bas? Donnez-nous un là-bas où il n'y a pas ce qu'on fait ici. Et là, je vais me taire.
Si vous ne pouvez pas nous donner l'exemple le parfait exemple que vous exigez de nous, prendre les relativiser la critique. Je n'ai pas besoin de vous prendre le parfait exemple. J'ai besoin de vous dire de faire juste ce qu'il fallait faire. Il n'existe pas. Ce qu'il fallait faire, c'est respecter les procédures. Il n'existe pas. Voilà. Raphaël Ndougo, comment faire donc pour éviter en 2022 ce qui s'est passé en 2021? On convoque aux États-Unis l'éducation. Oui. Je vous l'ai dit, et rassurez-vous, l'éducation c'est un maillon très essentiel dans notre pays. Nous tous qui parlons là, on peut être dans un parti X ou Y, mais tous nos enfants vont à l'école, nous sommes parents. Donc on ne blague pas avec l'éducation. À un moment donné même, on peut passer par certains couacs pour créer ce que le professeur Moussanga Yamzine appelle le coup d'état scientifique. Parce que quand l'éducation est mise en mal, il y a un problème. Vous voyez aujourd'hui, quand je parle des États-Unis de l'éducation, tenez par exemple le livre de la classe de 5e qui a fait problème l'année passée. Vous voyez comment on fait avec nos manuels scolaires. Si on s'assoit autour d'une table, tous les experts, grands professeurs, enseignants que nous avons et les connaisseurs au Cameroun, ils s'asseyent sur une table. Parce qu'on oublie quelque chose. L'enseignant lui-même, tout à l'heure, l'inspecteur parlait des ressources humaines. L'enseignant lui-même, il savait dans quelles conditions chez nous. L'enseignant lui-même, si on prend par exemple dans le secteur public, est-ce que les enseignants sont encore là? Dieu seul sait dans le siège de mon village à Acier. Combien d'enseignants il y en a là-bas? Donc quand on va donc mettre tout ça sur la table, ça va se discuter et on trouvera des solutions idoines. Non pas parce que nous sommes ici pour vouloir démontrer que nous sommes les plus savants que les autres. Vous avez les nouvelles, le probatoire là-bas? Comment il s'est passé? Pour l'instant, on n'a pas suivi qui a le retard des examens au centre de Ngomza, par exemple. Donc pour l'instant là, on sait que certainement les épreuves sont arrivées à l'heure et les apprenants ont composé. Mais ce n'est pas parce que là-bas c'est bien passé là-bas que je ne peux pas me pencher sur le cas Ezeka ou bien les autres cas pour dire que d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure vous avez posé la question sur cette méthode-là où on doit filmer ou bien on doit permettre aux chargés de mission ou bien au chef d'établissement de photocopier. Dites-donc, nous sommes les hommes. Lorsque je sais quand même que mon neveu va composer, vraiment je veux quand même soutirer une photocopie, quitte à ceux qui lisent à la maison, mais c'est bien une fuite. Donc, est-ce que ce qui s'est passé avant, ça avait bien marché? Certainement. Voilà, et c'est une chaîne. Donc, à ce niveau, on questionne la ressource humaine, les chargés de mission et les autres. Je dis que pour résoudre ça de manière globale, il faut que véritablement les deux ministères, je crois même qu'il y a 3 ministères, puisqu'il y a l'enseignement, la formation professionnelle, et l'OBC et tous les autres. Pourquoi ne même pas essayer de faire comme, je l'ai dit tout à l'heure, le sous-système anglophone? Si c'est que ça marche bien là-bas, on peut faire une sorte de foisonnement où on copie ce qui se passe là-bas et ensemble on dit désormais on va fonctionner comme au sous-système anglophone, puisque nous avons 2 langues au Cameroun, le français et l'anglais. Donc, honnêtement, ce qui s'est passé là, c'est pas beau à voir, c'est pas normal. Mais comme nous sommes des hommes, les hommes peuvent fléchir, les hommes peuvent glisser et tomber. Quand on glisse et on tombe, on se ressaisit. Si l'année passée, c'est pour ça que vous avez dit les événements, les scandales s'enchaînent. Parce que l'année passée, il y a eu un problème, cette année, il y a un problème. Pour éviter ceci, l'année prochaine, alors, trouvons des solutions. Asseyons-nous, il y a bien des salles au Cameroun où on peut faire asseoir des enseignants pour discuter la question de l'éducation chez nous. Je vous ai dit tout à l'heure que, entre même les enseignants, ils sont tout jeunes comme M. Abama. Et vous avez vu, ici, je crois, à Diado, et au lycée de Nkobi, ils sont à Yaoundé, où un élève est venu avec le poignard et a poignardé un enseignant. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on évoque tout cela pour dire, non, nous-mêmes parents à la maison, si nous laissons nos enfants aller prendre le champ indien que les forces de métier l'ont détruit du côté de Bafoussam et qu'on les laisse fumer ce champ indien et qu'à la maison on peut prendre le couteau de maman pour aller prendre l'enseignant, on doit dire à l'élève, à notre enfant à la maison, écoute, l'enseignant là également ton père. Et boivent la bière de New Bell aussi. Hein? Oui, justement cette fameuse bière. Est-ce que l'enseignant aussi lui-même, est-ce qu'il va boire la bière de New Bell avec son apprenant, avec son élève? Tout cela, il va falloir qu'on questionne. Et puis enfin donc, l'enseignant doit être pris en compte. C'est-à-dire que le salaire qui est donné à l'enseignant aujourd'hui, il faut bien qu'il soit revalorisé.
Parce que vous avez des élèves qui viennent à l'école en voiture et l'enseignant lui est sur la moto, bâché par une moto. Donc tout cela, ce sont des problèmes connus et réels. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une question à prendre au sérieux parce que ça prend notre société. Et ces enfants qui vont à l'école aujourd'hui seront des leaders demain, que ce soit sur le plan politique, administratif, etc. Donc ce que nous devons faire, c'est de prendre au sérieux. Et Dieu seul sait que votre émission, lorsque vous posez un problème sur la table, généralement les pouvoirs publics prennent les dispositions pour régler le problème que vous avez posé sur la table. Merci, merci cher monsieur, merci Yves Abama. Merci à vous Maurice Diongo. Oui. Merci. Ouais. Tout simplement dit que la PPO n'est pas dans l'APC. Ah, vous contredisez le ministre? On peut pas mettre le joueur remplaçant et le joueur remplacé au stade. Vous contredisez votre ministre? La réglementation avait dit que l'APO sera remplacé par l'APC. On ne peut plus rentrer. Les objectifs, ce sont les objectifs de l'enseignant. Ce ne sont pas les objectifs de l'élève. L'élève a ses propres objectifs. Quand ces objectifs viennent chez le professeur, on appelle ça la compétence. Parce que dès que vous dites que la compétence c'est l'objectif, quand vous prenez l'enseignement technique, bon, quand on fait la pratique, le professeur coupe souvent les TP. Non, je ne connais pas ça, on ne fait pas. Parce qu'il a un objectif dans la tête. Nous demandons Vous dites le professeur correcteur. Il dit qu'il ne connaît pas. Mais quand on fait... Madame a dit qu'ils font la PPO, j'ai vérifié. Il y a 5 sujets. Vous contredisez le ministre? Il mélange tout, le monsieur l'inspecteur. Déjà inspecté par madame. Oui, oui. On a discuté de ce problème au lycée technique. Ils sont venus avec 7 inspecteurs. Vous mélangez tout, madame. Vous confondez tout. Nous, la communauté éducative a dit qu'il n'y a pas de PPO, il n'y a pas des objets. Vous avez dit ça au ministre? On avait dit ça. Madame, l'IGE est allée me faire une conférence à l'école normale de Marois pour dire aux enfants que non, la différence. Durant toute l'année, elle a dit non, c'est fini, on peut plus évaluer sur la PPO. Pour qu'en fin d'année, elle ramène encore un dossier qu'on a traité depuis 4 ans sur la table. J'ai dit simple, les objectifs sont les objectifs de l'élève, de l'enseignant. Et dans la vie courante, c'est ça. Quand on dit les grandes réalisations, oui. On voit un ensemble, les grandes roues, les barrages. Oui. Mais l'objectif qui était derrière les grandes réalisations s'appelle les grandes ambitions. Oui. Et les grandes opportunités. Les grandes ambitions, c'est les objectifs du président Biya. Oui. Dès qu'il a fait la révision constitutionnelle, on ne s'occupe plus de la compétence. C'est pourquoi dès que l'objectif est atteint, la compétence est morte. Voilà pourquoi quand vous voyez les logements sociaux qu'on avait fait pour la campagne de on va arriver à la canne. Madame Courtes est encore là. On n'a jamais livré. Hors sujet. Vous allez à Olembe, on vous dit la compétence, on devait avoir un stade, on devait avoir un mall, on devait avoir un hôtel 5 étoiles. N'oubliez pas la Covid. Comme l'objectif était que le stade abrite la CAN. Oui. Maintenant, on n'est que sur l'objectif maintenant. Il faut à tout prix qu'on fasse la CAN. Dès que la CAN va venir, il n'y aura plus de stade, il n'y aura plus d'hôtel. On laisse. C'est pourquoi nous disons, chaque fois que vous mettez les objectifs devant, il n'y a plus de compétences. Ok, merci. Merci Serge Gauthier Onanina d'être venu également. Je voudrais en profiter pour m'excuser auprès des téléspectateurs. Oui. Vous savez, lorsque vous avez des interlocuteurs désagréables et que ils viennent jouer à la comédie, vous devenez désagréable aussi. À un moment, il faut tenter de jouer l'exercice. Et les donc je vais pas élever le débat. Hein. Vous voyez? Basiquement, merci, je suis en train de conclure et merci. Donc, voilà, merci. On vous a compris. C'était pour ça. Ils ont accepté vos excuses, les téléspectateurs Equinox. Alors, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Bonsoir et Koumdoum.